Bienvenue donc à cet atelier, à cette session où on va parler prévention santé. Alors, je m'appelle Oriane, je suis fondatrice de Lucky Link. Je suis consultante pour les organisations de santé. J'enseigne à l'ESSEC et à Sciences Po. J'ai fait différentes formations dans ma vie et ce que j'aime faire et je crois que ce que je sais à peu près faire, c'est de tisser des liens. D'où le nom de ma boîte, Lucky Link, pour ceux qui suivent. Donc de tisser des liens entre ces différents univers où j'ai eu l'occasion de faire mes études, où aujourd'hui j'enseigne et où également je travaille. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de prévention en santé. Et j'ai pris ce nom pour cette intervention de comment donner envie d'y croquer. Alors c'est un peu bizarre de parler de croquer dans la prévention, mais c'est volontaire. Parce que j'ai envie, avec ce mot de croquer, de vous parler de la notion de plaisir. Alors pourquoi tout d'un coup je vous mets à vous parler de plaisir ? Ce qu'il faut savoir, ce que nous disent les sciences humaines, les sciences comportementales, c'est que le plaisir, à moins que l'on soit en train d'être dans des notions de survie, le plaisir, c'est, pour ceux qui évoluent plutôt en haut de la pyramide de Maslow, comme c'est, je l'espère, le cas pour vous tous, c'est ça le principal levier de motivation. C'est ça qui nous fait acheter, consommer et potentiellement avoir des actes de prévention. Et alors, pourquoi est-ce qu'on parle de plaisir tout d'un coup, comme ça, à Made in Tech, là où on est censé entendre parler d'IA, d'innovation, de me dire c'est un petit peu léger. Sauf que quand on réfléchit à la prévention, ce qui est important de savoir, c'est quoi les maladies qu'on essaie de prévenir. C'est des maladies qui, a priori, pour beaucoup, sont issues de nos propres comportements humains. Ok ? Et donc, méconnaître les comportements humains et méconnaître les leviers de ces comportements humains, c'est passer à côté de réels leviers de prévention. Et souvent, ce qu'on aime, nous, les humains, c'est ce gain quasi immédiat. Si on arrête de faire du sport, si on arrête un régime, généralement, c'est parce qu'on n'a pas ce gain immédiat, soit en termes de plaisir, soit en termes de résultats que l'on cherche. Et dans la prévention, c'est un peu ça le problème. C'est que, a priori, aller faire un frottis, une mammo, ça ne nous donne pas vraiment un plaisir sur le moment. Et en plus, en termes de gain, on n'est pas toujours certain quel est le gain qu'on va avoir en faisant cet acte de prévention. Bien au contraire, ça nous demande un effort intellectuel de se dire que ce qu'on est en train de faire, qui n'est pas franchement agréable, va potentiellement nous éviter de nous priver d'un plaisir, à savoir la vie en bonne santé, dans le futur, et encore, c'est même pas certain. Donc ça nous demande beaucoup d'efforts. Alors du coup, comme on n'arrive pas à nous motiver par cette notion de plaisir à avoir un acte de prévention, on va essayer de nous culpabiliser. De nous culpabiliser en disant il faut se vacciner, c'est votre responsabilité sociétale pour protéger les plus faibles, il faut faire attention à l'état des hôpitaux, des urgences aujourd'hui. Quand on essaye quand c'est pas pour nous culpabiliser, on essaye de nous faire peur. Fumer tue. Boire, ça peut vous mener à des accidents de voiture ou avoir des comportements déviants dans vos soirées. Alors, ça marche un petit peu, mais il n'empêche que, au bout du compte, l'état de la société dans lequel on évolue aujourd'hui, les comportements à risque sont au beau fixe. On sniffe pour être plus compétent au travail, on fait l'amour sous drogue, on boit pour oublier, enfin, pas tout le monde, mais ça continue. Donc finalement, la culpabilité, la peur, ça marche un temps, mais au bout du compte, il faut bien mourir de quelque chose, donc autant vivre entre-temps. Et là, maintenant, tout de suite, ce qui me donne du plaisir, c'est fumer ma cigarette, c'est manger trop gras, trop salé. Alors, puisqu'on n'arrive pas à nous culpabiliser, puisqu'on n'arrive pas à nous faire peur, on va nous proposer la technique, donc on est dans le déni,
du bâton. Qu'est-ce que c'est le bâton ? C'est ce qu'on a vu pendant la Covid. Pas de vaccin, pas de resto. On va taxer les cigarettes, on va taxer la malbouffe. Et qu'est-ce qui se passe quand on utilise la technique du bâton ? Et clairement, on pourrait se dire que demain, on va avoir des cotisations de mutuelles qui vont être plus importantes. Si on a un poumon un peu trop noir de fumée, on pourrait même se dire qu'on va être taxé si on repousse une mammographie ou si on repousse notre séance de CrossFit. Là-dessus, c'est vraiment des réflexions qui sont en cours. Mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est que non seulement c'est des réflexions qui sont en cours, mais malheureusement ou heureusement, l'être humain, c'est quelqu'un qui aime bien ses libertés. Et quand on utilise la technique du bâton, soit on a en face de nous une humanité plutôt docile et qui va bien vouloir se soumettre, soit on crée des enfants rebelles. Et c'est ce qu'on a vu pendant la Covid. Les leviers de bouclier qu'on a eus contre le vaccin, qui a fait exploser toute la sphère complotiste. Aujourd'hui, on a encore du mal à essayer de convaincre les gens à aller se faire vacciner pour l'épidémie de grippe. Ça a été très compliqué et ça l'est toujours. Et puis, même sans parler de Covid, aux États-Unis, quand on a interdit l'alcool, c'est les speakeasy qui se sont organisés. En Afrique du Sud, quand on a essayé d'interdire les cigarettes, c'est tout un marché noir de la cigarette qui était de malfaçon, donc d'autant plus risqué pour la santé qui s'est organisé. Et quand on va taxer la malbouffe, les personnes, en fait, et souvent c'est des personnes plutôt en situation précaire, donc ça augmente les inégalités sociales. Et en plus, on aime tellement ce plaisir de notre cigarette et de notre malbouffe qu'on est prêt à faire des économies sur autre chose. Ou bien, comme on a vu au Danemark, les personnes allaient acheter leur soda et leur burger à la frontière. Donc, ça marche pas non plus. Alors, une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce que je dis ? Je vais vous proposer d'innover. Parce qu'à Made in Tech, il n'y a pas que les startups qui innovent. Moi aussi, je fais de l'innovation. Je fais de l'innovation organisationnelle, l'innovation dans la façon de penser, de considérer la santé et la prévention. Mon métier, c'est de faire en sorte de réfléchir à des parcours de soins ou des dispositifs de prévention qui attirent les personnes vers le soin ou l'acte de prévention et qui les maintiennent dans ces parcours-là. Et aujourd'hui, je vais vous partager un petit peu de mes secrets. Comment est-ce que je fais ça ? Je le fais avec une seule lettre. C'est pas très compliqué. Avec la lettre P, la lettre de la prévention, que je décline à toutes les sauces. Tout d'abord, le P de processus. Donc ça, c'est l'ingénieur en biosciences qui vous parle. Quand vous me parlez de dispositifs de prévention, moi, en tant qu'ingénieur, je vois un processus, un parcours qui a différentes étapes. Et ça fait partie de mon métier de mettre à plat ce parcours et de voir à quel moment de ce parcours on a perdu du monde. Dépistage organisé du cancer, ça commence par un courrier, ça finit par un résultat, positif ou négatif. On aurait pu l'imaginer différemment. C'est un parcours et à chaque fois, on se dit qu'est-ce qu'on pourrait imaginer à chacune de ces étapes. Ensuite, de réfléchir au produit. Le produit de la prévention. Clairement, encore une fois, dépistage organisé du cancer colorectal, on a un produit, un autotest, c'est une prouesse médicale, mais le produit en lui-même, clairement, il pourrait être amélioré. On n'a pas une expérience utilisateur incroyable avec cet autotest et surtout quand on se dit qu'on l'adresse à des seniors, des personnes dont la dextérité n'est pas forcément la meilleure, potentiellement à des personnes en situation de handicap qui vont pas réussir à utiliser ce produit. Donc s'il y a des start-upers dans la salle, il y a clairement un marché là-dessus pour l'innovation produit. Ensuite, c'est la promotion. Pour ceux qui ont fait du marketing, vous vous souvenez, il y a les 4 P sacro-saints du marketing. On a produit, on a promotion. Et d'ailleurs, souvent, on se dit le marketing, c'est de la com, c'est promotion au sens de promouvoir. Alors, ce n'est que un des P du marketing. Donc, c'est toutes les campagnes de com que vous voyez. En ce moment, on est en mars bleu, donc on en a vu passer des campagnes de com justement sur le cancer colorectal. Toutes les plus innovantes et insolites les unes que les autres. Et en fait, quand on fait une campagne de com, le même message,
On peut l'adresser de différentes manières, encore une fois en jouant sur différents leviers pour motiver, faire rire, culpabiliser, informer ou choquer. Et il y a d'autres leviers. Derrière cette campagne de com, derrière cette promotion, il y a la promesse. Quelle est la promesse que vous faites quand vous parlez de dépistage? Alors, il y a un exemple de prévention où on a tous été convaincus par la promesse. C'est la prévention bucco-dentaire. C'est absolument incroyable ce qu'on arrive à prévenir en termes d'infection juste en se brossant les dents matin, midi et soir. Et personne, a priori, va mettre en question le fait de se brosser les dents. On n'a pas besoin d'avoir la petite pastille, manger, brosser à chaque fois qu'on va au resto ou au supermarché. Mais qui c'est qui nous a fait aimer, en tout cas intégrer dans notre vie le brossage des dents? C'est pas les acteurs de santé publique, et peut-être heureusement. C'est tous les géants du dentifrice qui nous ont vendu quoi comme promesse? Ils nous ont pas parlé de prévention bucco-dentaire, on parle très peu des bactéries, tout ça. Ce qu'ils nous ont vendu, c'est d'avoir les dents à la Ken et Barbie pour faire tomber nos prétendants, c'est d'avoir une haleine fraîche pour nous intégrer socialement, c'est d'avoir ce vent des Caraïbes à chaque brossage. C'est ce qu'on voit dans les messages qu'ils nous envoient, c'est ça la promesse qu'ils nous font. Et tant mieux, parce que ça nous a convaincus. Quand on parle de dépistage organisé du cancer, quelle est la promesse qu'on fait? Je vous promets, on est en train de venir de façon organisée, venir dépister votre cancer. Mais en fait, moi, ça va, tout va bien, j'ai pas de cancer, j'ai pas envie, en fait. Par contre, si vous me parlez de venir faire un check-up santé quand j'aurai 50 ans pour être en bonne santé, ben là, peut-être que je serai un peu plus enclin à venir faire un frottis ou une mammo. Ensuite, il y a le P de prix. Alors, dans la santé, c'est toujours compliqué de parler de prix, parce qu'on a l'impression que la santé est gratuite. Je pense que les personnes qui sont là savent mieux que moi que c'est une bêtise de penser ça, surtout dans la prévention. Il y a plein d'actes de prévention qui ne sont pas gratuits. Faire du sport, manger sain, ça coûte. Et aujourd'hui, il y a certains actes qui sont remboursés, donc ça ne coûte pas aux citoyens, mais ça coûte à la société. Mais a priori, ça coûte moins cher à la société de prévenir un cancer plutôt que de le guérir. Ça, c'est le prix en euros. Mais il y a aussi d'autres considérations du prix, le prix psychologique. Quand j'ai été fumeuse et sédentaire toute ma vie, est-ce que je suis prête à payer le prix psychologique d'une annonce d'un cancer? Je sais que je vais pas y passer. Donc, je préfère parfois faire l'autruche. Et enfin, il y a le prix organisationnel. Qu'est-ce que ça demande à la personne de faire cet acte de dépistage en termes de temps? Quand je travaille avec la MSA sur le parcours santé des aidants, alors on est tous d'accord pour se dire qu'un aidant, il faut le ramener vers le soin. Il a 10 ans d'espérance de vie de moins que 10 ans d'espérance de vie de moins que la population générale. Sauf que s'absenter, prendre un rendez-vous, ne pas être là pour son aider, c'est un prix organisationnel que l'aidant n'est pas forcément prêt ou ne peut pas payer. Alors si on ne peut pas jouer sur ce prix, on va pouvoir jouer sur la place. Et c'est exactement ça qu'on fait avec la MSA, où on est dans des systèmes d'aller vers, d'aller là où sont les gens. Pour l'aidant, d'imaginer sur la place, donc c'est le lieu en termes de lieu géographique, mais en termes même temporels, de rentrer dans son calendrier d'aidant et de se dire, et on peut imaginer demain un duo, un check-up duo aidant-aidé, un médecin qui se tourne vers l'aidant une fois qu'il a fini de parler à l'aidé, d'être dans la téléconsultation. C'est toute l'idée avec les mammos mobiles qui vont aller proposer des mammographies, autant faut-il qu'ils aillent là où on a besoin qu'ils soient pour les personnes qui sont ciblées. Donc c'est où est-ce qu'on propose le soin, l'acte de dépistage, on travaille sur la place. Donc là, je vous ai parlé différents P qui étaient extrinsèques sur les dispositifs de prévention. Et maintenant, il y a les P un peu plus intrinsèques. À qui on adresse ça? Donc, à quel public? On parle de personnes. Donc, il faut s'intéresser à qui sont les personnes à qui on propose ça. Si on propose un acte de prévention dans le cadre d'aidants salariés, est-ce qu'on est dans des déserts médicaux, etc.
Il y a le P de patient. Donc ça, c'est mon côté démocratie en santé qui parle. Les patients, il ne faut pas les mettre de côté quand on parle de prévention. C'est faux de se dire, le patient, il est déjà malade, maintenant on est dans le curatif. Le patient, potentiellement, ça a été le premier client de votre dispositif de prévention. Donc il a accepté de rentrer dans ce dispositif. Donc c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui l'a convaincu à y rentrer. Et potentiellement, faire cet acte de prévention, ça a changé le reste de sa vie puisque ça l'a transformé en patient. Et enfin, il y a le P de partenariat. Puisque que ça soit avec le public, les citoyens ou avec les patients, encore une fois, c'est intéressant de écouter ce qu'ils ont à nous dire et de travailler aux dispositifs, à améliorer les dispositifs de prévention en partenariat avec le public que l'on veut cibler. Et pour finir, c'est mon P préféré, c'est le P de personnalisation. Alors, aujourd'hui, en marketing, quand on va vous proposer un achat, quel qu'il soit, sur Internet ou ailleurs, on est hyper fort pour personnaliser le message, pour aller vous envoyer un message qui correspond à vous en fonction de votre historique d'achat, en fonction parfois des discussions que vous avez eues. On a tous l'impression d'être sur écoute. On ne va pas proposer la même chose à la ménagère de 55 ans qu'à l'étudiante connectée ou à la businesswoman. Pourtant, ces trois femmes-là, quand on va les inviter à faire un frottis, elles vont recevoir le même courrier à la lettre près. Peu importe si elles habitent dans un désert médical, peu importe si elles ont une peur bleue de mettre un pied chez le gynéco, peu importe si elles sont en situation de handicap, peu importe si elles sont malvoyantes et qu'elles ne peuvent pas lire votre courrier. On aura fait le job, on aurait envoyé ce courrier d'invitation. Et c'est un petit peu dommage, à l'ère de l'IA, de la personnalisation, qu'en santé publique, on ne joue pas sur ces leviers-là. Alors je sais, il y a des freins. Il y a des freins au niveau financier, au niveau logistique, peut-être même au niveau RGPD, données de santé. Mais il y a aussi un frein, je pense, au niveau mindset. La façon dont on considère la santé. Moi, quand je parle de marketer la santé, on me fait toujours les gros yeux parce qu'on n'aime pas trop utiliser les techniques du marketing pour la santé, parce que c'est un bien public. Mais pourtant, on a besoin de convaincre les personnes. Ce n'est pas parce que c'est bon pour la santé qu'ils vont forcément aller se faire un acte de prévention, rentrer dans un parcours de soins. Et donc, c'est ce mindset que moi, j'essaye de changer. En tout cas, que je vous propose de changer avec moi en lançant la nouvelle vague de santé publique que j'essaye d'amener avec le Killing. Donc, avant d'inviter mes différents guest stars, rock stars de la prévention dans le monde public et privé, je vous donne rendez-vous à la sortie ou en dehors de Meding Tech pour travailler ensemble sur ces dispositifs de prévention et de santé. Mes invités, à vous. Yes. Alors, il y a un deuxième micro. Hop. Honneur aux hommes. Est-ce que ton micro marche? Oui. Frédéric? Oui. Bonjour. Ben, je te laisse te présenter. Tu travailles à la MSA. MSA, ça dit quelque chose à quelqu'un? Ah, ça c'est bien. Voilà. Mutualité sociale agricole, le deuxième régime de protection sociale en France, après le régime général, et c'est environ 5% de la population française couverte spécifiquement et principalement dans le monde agricole et rural. Et je dirige le département prévention et éducation sanitaire et sociale. Alors, Frédéric, comment est-ce qu'à la MSA, tout ce système-là de marketing social, parce que c'est de ça dont on a parlé, le marketing appliqué à la santé, a pu être intégré et à quel point ça a eu vraiment son petit effet? Il est de plus en plus intégré, il y a encore beaucoup d'efforts à faire dans tout ce qui a été présenté, notamment sur la personnalisation et le ciblage. Bien sûr, tu as parlé de dispositifs dits régaliens, les dépistages organisés, la vaccination, mais il y a aussi d'autres choses. On est sur des approches ciblées, certes, mais en approche dite populationnelle.
Et c'est vrai que depuis quelque temps, pour obtenir les résultats, parce que vous savez notamment en dépistage organisé, on est très en retard en France et qu'on essaye de rattraper ce retard avec tous les enjeux qu'il y a pour le soin et pas que, il nous faut aller de plus en plus précisément auprès des différentes cibles et adapter nos messages. Ça veut dire que c'est des dispositifs les fameux aller vers et ramener vers. Donc on va chercher, on va convaincre, mais surtout il faut ramener vers nous et aller même jusqu'à la prise de rendez-vous pour parler des dépistages organisés. Il faut qu'on utilise certes la machine, la donnée, avoir une donnée fiable d'abord et puis avoir suffisamment d'éléments dans cette fameuse donnée. Alors nos régimes d'assurance maladie par exemple, nous avons la consommation de soins. C'est-à-dire on sait aujourd'hui ce que l'assuré a consommé en soins en médecine de ville. Mais il nous manque plein d'éléments sur ses comportements, sur ses appétences, sur ses réactions, voilà. Et c'est pour ça qu'on se dote notamment, et en plus évidemment des données naturelles que nous enregistrons, de données de comportement au travers de systèmes d'information intégrés pour avoir un ensemble de données qui nous permet d'en savoir un peu plus, pour ensuite avoir des gens et des humains qui aillent mettre en exergue ce aller vers et se ramener vers, parce que, et notamment en nous concernant, l'homme et le contact humain a toute sa place et on aura de plus en plus, puisque les gens recherchent de la proximité avant tout, et ce qui est, et pour en finir là, un enjeu de formation, certes des professionnels de santé, mais aussi de toute la sphère, notamment je pense à la téléopération. Prendre aujourd'hui des téléopérateurs, moi j'ai à peu près 20 équivalents temps plein aujourd'hui de téléopérateurs. Ce sont des gens d'ailleurs, pour la plupart, c'est nouveau, des anciens aides-soignants par exemple. On les forme à l'approche motivationnelle, parce que évidemment, mot sacrilège, vendre de la prévention, c'est pas comme vendre une cuisine. Et donc il y a différentes approches, et c'est là évidemment où on a une personnalisation extrêmement importante. Il faut être crédible, il faut donner les bons messages, et puis surtout prendre le temps justement d'embarquer ces gens-là dans des dispositifs nouveaux pour les Français, hein, soit dit en passant. Merci. Alors justement, je vais me tourner vers Margot, puisqu'on a parlé de données, on a parlé d'embarquer les gens. Donc toi, Margot, tu es directrice prévention de Doctolib. Vous êtes dans la poche de pas mal de Français. Quel impact Doctolib pourrait avoir sur la prévention ? Alors en effet, on est dans la poche de pas mal de Français. Il y a à peu près 50 millions de Français sur Doctolib. Et de ce fait, c'est là-dessus qu'on a créé l'activité prévention. On est parti d'un constat, c'est que la prévention, c'est un enjeu de santé publique. Mais nous, en tant qu'acteurs privés, on peut avoir un rôle à jouer genre pour aider à avoir un impact sur la prévention. Donc clairement, notre objectif... et c'est là-dessus qu'on s'est développé, ça a été d'abord de pouvoir avoir des messages de prévention auprès des patients à un moment finalement où ils sont dans une démarche de santé. Donc pour avoir fait dans le passé plein de campagnes pour essayer de toucher les patients, là vraiment notre valeur ajoutée, c'est vraiment de s'adresser à eux à un moment où ils sont dans une démarche de santé parce qu'ils vont prendre rendez-vous avec un professionnel de santé, et à ce moment-là on s'adresse à eux au bon moment justement pour prendre rendez-vous sur peut-être autre chose. C'est ce que tu disais sur le côté promotion, c'est important d'avoir le message au bon endroit au bon moment et le bon message. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la place qu'on peut avoir, tu le disais aussi, le P. La place de la prévention, elle n'est pas facile. Et on a aussi un rôle chez Doctolib auprès des soignants. Quelle place on veut donner à la prévention auprès des soignants ? C'est pas forcément facile. Il y a une étude qui est sortie en janvier 2025 dans le BMJ sur la prévention. Et cette étude dit qu'aux États-Unis, si un médecin appliquait toutes les règles de prévention, sa journée devrait faire 27 heures, dont 14 dédiées à la prévention. Ça, on sait que c'est pas possible. Et en fait, nous, on a un rôle en tant qu'acteur auprès des soignants. On a un rôle qui est de pouvoir aider les médecins justement à pouvoir faire de la prévention sans ne faire que ça, à la faire au bon endroit, pas chez tous les patients. Il y a la notion de risque qui intervient. Enfin voilà. Donc ça, c'est un peu notre rôle, c'est avoir un rôle sur la promotion auprès des patients, la place qu'on veut donner à la prévention auprès des soignants. Et pour répondre à ta question, parce que j'ai un peu digressé, sur la partie impact, ça c'est des choses qui sont très difficiles à mesurer, parce que comme tu le disais, on est sur des choses qui ne sont pas forcément tangibles. Donc nous, ce qu'on arrive à faire sur nos campagnes, c'est avoir
le taux de clic qui est un peu market entre guillemets, mais c'est un premier pas vers la notion d'impact. On arrive aussi à cibler le nombre de prises de rendez-vous qui ont eu lieu dans les 30 minutes qui ont suivi nos campagnes. Donc c'est une petite brique dans la notion d'impact, mais l'idée c'est d'aller plus loin et de se dire voilà, avec tant de millions d'impressions, on a réalisé tant de prises de rendez-vous, et derrière, ce qui est intéressant de voir, c'est le nombre de maladies qui sont évitées vraiment, l'impact que ça a sur le coût pour la société. Et voilà, on n'y est pas encore, mais c'est des choses sur lesquelles on travaille et on est persuadé de pouvoir avoir un impact. Merci, merci Margot. Je vais me tourner vers toi, Coralie. On a entendu parler de la MSA qui représente les acteurs publics. On a entendu parler Margot Doctolib en tant qu'acteur privé. Donc toi, tu viens de la PHP et tu encadres des startups. Donc tu fais un peu ce lien-là entre différents acteurs. Quand la PHP a créé ton poste en tant que directrice prévention, quel était le pari derrière ça ? Oui, effectivement. Merci Oriane. Donc Coralie Cuve, je suis directrice de l'innovation et de la prévention au niveau de l'initiative Hôtel-Dieu de la PHP. C'est une initiative en fait qui constitue un tiers-lieu d'innovation qui permet en fait aux cliniciens qui veulent innover et aux startups qui ont des projets innovants de se rencontrer, d'échanger et de construire ensemble des projets. Et donc en fait, mon poste a été créé effectivement pour pouvoir appréhender la prévention. La PHP fait beaucoup de prévention tertiaire, un peu de prévention secondaire et primaire, mais l'idée c'était d'avoir une vision de la prévention qui soit orientée par l'innovation, c'est-à-dire par des expérimentations de terrain destinées à montrer son impact et à permettre une évaluation. Et donc ce qu'on fait effectivement au quotidien, c'est on rencontre des porteurs de projets innovants, on rencontre des services de soins qui ont envie de faire avancer la prévention parce qu'ils sont effectivement dans les services de la PHP, vous le savez, 100 000 professionnels de santé, 8 millions de patients par an, 38 hôpitaux, donc c'est absolument énorme. Et les professionnels, de plus en plus de malades, de moins en moins de professionnels de santé. Et donc tout le monde a envie de regarder comment avancer en matière de prévention et comment faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de malades dans le contexte actuel. Donc voilà l'angle qu'on a choisi à la PHP pour avancer sur la prévention, c'est-à-dire expérimenter, évaluer, mesurer l'impact. Est-ce qu'il y a des exemples de startups que vous aviez justement repérés au sein de ta direction ? Alors effectivement, il y a beaucoup de startups. Je vais prendre 3 exemples rapides. En matière de santé des femmes, on a beaucoup de startups du fait de notre partenariat avec Femtech France. On a beaucoup de startups qui viennent nous voir avec lesquelles on imagine des protocoles. Il y en a plusieurs qui sont présentes sur Made in Tech. Audrey Bouillet qui a fondé Wounded Woman, qui a travaillé sur les conséquences de la césarienne et en termes de cicatrices, également en termes de post-opératoire, et donc qui a inventé une ligne de lingerie faite pour soulager les femmes, mais également pour un parcours de soins post-césarienne pour prévenir. On le sait, il y a des conséquences physiques, mais également en termes de santé mentale, qui cherchent à expérimenter un parcours différent. Et la santé des femmes, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de femmes qui cherchent à innover, qui sont pleines d'énergie et qui ont envie de changer la façon du soin, mais également la prévention. Un autre exemple, celui de Monka, ouais. Et qui a créé récemment cette semaine My Monka, qui est sur le sujet des aidants. Donc le duo aidant-aidé, puisqu'on sait effectivement que les aidants sont confrontés à des problèmes de santé et en général, ce que tu disais, vont décéder avant la personne qu'ils aident parce qu'ils s'épuisent. Donc la santé des aidants est un vrai sujet aussi. Troisième exemple, une start-up complètement différente qui s'appelle Quantique, qui est également présente. Vous avez la Zenbox qui est sur l'espace de Made in Tech et je vous incite vraiment à aller voir. Ils ont inventé une cobox pour prendre en compte un certain nombre de variables, mais également une Zenbox qui en fait travaille sur la cohérence cardiaque et la mesure d'un certain nombre de constantes et l'amélioration de chacun qui permet de baisser son niveau de stress. Très intéressant pour les patients avant des examens, avant des consultations, mais également intéressant pour les soignants qui, on le sait, sont tous confrontés à des conditions de travail difficiles et à un niveau de stress important. Ok, merci.
Enfin, je vais me tourner vers toi, Claude. Alors, tu vois, là, on a 3 acteurs qui s'épuisent à la tâche. Ben, les 4, parce que je m'y mets aussi dedans. Oui. On s'épuise tous à la tâche à inventer, imaginer des dispositifs de prévention qui fonctionnent. Et pourtant, on a encore du mal à engager les citoyens, les Français que nous sommes, les patients. Toi, en tant que patient partenaire, qu'est-ce qui manque à tout ça? Alors, avant de dire ce qui manque, de toute façon, il faut savoir que de toute façon, nous serons tous un jour patients. Nous sommes usagers déjà en allant chez le médecin depuis notre petite enfance, etc. Donc de toute façon, la prévention au-delà de ça, c'est qu'un jour, nous serons tous patients. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Je pense que d'abord, c'est un état d'esprit. Tu l'as très bien expliqué tout à l'heure. Je pense qu'ici, on est encore dans quelque chose qui est dans le curatif. Voilà, on est vraiment dans cette réaction. Quelque chose ne va pas, donc c'est là qu'on commence à aller voir, prendre un rendez-vous, etc. Donc la prévention est extrêmement importante, mais il y a encore ces réflexes un peu de peur de découvrir qu'il y aura quelque chose. Alors, même par rapport à la santé des femmes, par rapport à tout ce qui est dépistage du cancer du sein, on voit que malgré les efforts de tout ce qu'il y a autour des manifestations, des journées autour du cancer du sein, les taux baissent au niveau de la prévention. Peut-être peur, ce sont des examens qui parfois font mal, donc on repousse. Je suis assez intéressée de voir effectivement que les slogans bougent pas mal aussi au niveau des campagnes qui arrivent, monte sur le trône, va chier. Ça interpelle, mais est-ce que ça va débloquer aussi le fait d'aller vers un examen ou le réaliser? Si on pouvait aussi réduire ces parcours d'accès à la prévention, où avant il fallait souvent passer par un rendez-vous médical pour avoir une prescription. Une prescription, merci. Excusez-moi, depuis ce matin, je cours partout, je suis un peu fatiguée. Et avoir une prescription pour aller chercher, évidemment, à la pharmacie, le dispositif puisse le renvoyer. Si on pouvait au moins aller directement à la pharmacie, si par rapport à tout ce qui est organisation ville, ça soit beaucoup plus accessible. Et si les parcours de dépistage étaient plus faciles et réalisables d'une façon pratique, ça serait déjà formidable. Je voudrais souligner aussi que sur la question de la place, qui mieux qu'un patient aussi peut parler de dépistage? Très important. S'il y avait aussi des patients partenaires ou des patients qui pouvaient passer aussi dans les écoles, dans les lieux ouverts, dans les associations, un peu partout, ça serait vraiment l'idéal. Qui mieux que utiliser les patients partenaires ou patients formés pour aller à côté, sur le terrain, parler aussi de prévention. Ça serait vraiment... On est beaucoup de patients partenaires aujourd'hui à se former dans les universités, à être en capacité aussi d'apporter de l'information à côté. On parlait tout à l'heure justement, je ne sais plus qui, de personnes qui étaient dans le médical avant et qui pourraient jouer un rôle important. Les patients partenaires pourraient jouer aussi un rôle de terrain extrêmement important et en tout cas, c'est ce que je souhaite aussi. Merci Claude. Donc le message que tu veux faire passer aussi bien aux institutions publiques, aux acteurs privés, c'est le patient. Oui, le patient. Voilà, je pense qu'on est d'accord. C'est pas moi qui vais te dire le Et un patient contraire. Aussi, ce que je voudrais rajouter, qui a été souvent le patient est suivi pour une pathologie. Je pense que c'est quelque chose qui doit être aussi complètement revu, prendre vraiment la personne dans sa globalité. C'est quelque chose qui aujourd'hui encore est pas toujours, on le suit pour une pathologie et là il y a encore un problème de prise en compte de sa personne en entier. Voilà. Alors j'ai une dernière question pour toi Frédéric, alors peut-être il y aura après des questions de la salle. Le micro. À chaque fois que j'ai la chance de travailler avec la MSA, quand j'ai un coup de fil dans la MSA, c'est souvent pour parler d'un dispositif pour les territoires prioritaires, les personnes en situation de précarité, là, le parcours santé des aidants, dépistage organisé pour les personnes en situation de handicap. Tu as parlé tout à l'heure de la personnalisation avec toutes les datas qui permettaient ou pas de personnaliser. Est-ce que cette approche-là d'aller au niveau des
profils, des personas, des communautés. Comment est-ce que vous avez réussi à la défendre au sein de la MSA et qu'est-ce que ça vous, est-ce que c'est ça le secret des dispositifs de prévention de demain? Je ne sais pas si c'est un secret, mais en tout cas, dans tout ce qui se rejoint là et qui est un peu la marque de fabrique de Lucky Link, c'est ce fameux lien, ce que vous disiez, madame, d'être en permanence et notamment public-privé aussi, d'avoir ce lien. On peut parler avec Doctolib, d'ailleurs on l'a fait il n'y a pas si longtemps que ça, parce que tous ensemble, c'est nous qui pouvons faire bouger le système, faire en sorte d'aller encore beaucoup plus loin. On va vite en prévention, hein, depuis 2021, il faut juste le dire. On peut toujours faire mieux, mais on va quand même très très vite. Vous parliez de la délégation. Je parle par exemple du dépistage organisé du cancer colorectal. On en voit et on va le généraliser de plus en plus. Maintenant, le test, parce que c'est ce qui marche le mieux. On aura beau travailler avec les pharmaciens, faire un site internet où maintenant vous pouvez commander votre kit. Ce qui marche le mieux, c'est d'envoyer dans l'enveloppe, au moment de la relance, le kit de dépistage. Et c'est ça. Là, par contre, techniquement, c'est compliqué et en plus, c'est coûteux. Mais on a quand même un peu, alors ça se dit pas trop en ce moment, mais on a encore un peu de moyens quand même, et surtout d'intelligence et de regroupement et de liens pour justement se centrer là où ça marche. Donc c'est le lien en fait, et un organisme comme le nôtre qui est un peu plus agile parce qu'évidemment on a une population, quand on est sur les dépistages, les vaccinations, c'est 1 million, 1,5 million de personnes. On peut expérimenter et on peut faire ce rapprochement et ce lien pour aller de manière beaucoup plus intelligente et surtout organisée. Moi, quand je travaille sur un dispositif de santé des aidants, on en parlait, ça c'est les sujets de demain. L'autonomie va monter en puissance. Hein, vous savez que dans les 20 prochaines années, voilà, notre système est très très en fragilité par rapport à tous. Nous sommes ici maintenant qui vont avoir de plus en plus besoin de soins et on n'a pas un système qui est capé aujourd'hui pour prendre tout ça. J'y vais pas tout seul et grâce notamment à des accompagnements de Lucky Link, on y va avec des associations d'aidants parce qu'eux, ils sont sur le terrain, ils ont ce lien. Et moi, je me concentre à mon expertise, c'est-à-dire d'intervenir au moment voulu pour avoir des choses extrêmement individualisées. Je prends les aidants. On arrive à faire des choses si on prend le temps avec eux. C'est très compliqué comme concept. Enfin, ça peut paraître bête comme concept, mais c'est essentiel. C'est-à-dire qu'on met du personnel qui va suivre de manière périodique l'aidant. Et il y a un moment donné, il ne faut pas louper la marche. Parce qu'il y a un moment donné, il sera à disposition pour prendre soin de sa santé. Et c'est voilà, tout l'intérêt d'avoir des dispositifs de proximité. Ça demande des moyens, ça demande de l'intelligence collective. Voilà. Et je pense en tout cas, moi je suis très optimiste là-dessus sur cette idée de lien et de travail collaboratif sur ces sujets-là. Notre boulot, c'est évidemment toucher l'ensemble de la population, mais toucher, dans le cadre des politiques publiques, ceux qui en ont le plus besoin. Ça, c'est essentiel. On se lève le matin et on se couche le soir avec ça, 5 jours, 6 jours ou 7 jours sur 7 des fois. Super. Eh ben, magnifique mot de la fin. Je ne sais pas si vous avez des questions dans la salle pour nos rockstars de la prévention. Oui ? Merci. Bonjour. Vous avez évoqué tout à l'heure, dans le cadre du marketing de prévention, notamment la nécessité d'avoir des groupes de patients partenaires. Et je voulais savoir comment vous organisez cette relation avec les patients partenaires, ce que vous en attendez, et si vous êtes prêt à traiter toutes les remontées des patients partenaires. J'y vais ou tu y vas ? Alors, je vais donner une partie de la réponse et peut-être que Claude, oui, tu vas... Je vais essayer de compléter. Tu vas compléter. Alors, il y a différentes méthodes pour solliciter les patients partenaires, les associations de patients. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont documentées. Tout le mouvement du patient partenaire, il faut savoir que ça vient du Canada. Donc aujourd'hui, on a un modèle qui s'appelle le modèle de Montréal, qui permet en fait, d'une part, de classer les savoirs patients, parce qu'en fait, quand on a l'annonce d'une maladie, on n'a pas le même savoir patient que quand ça fait 15 ans qu'on est avec la maladie, quand on est investi, quand on est militant, etc. Donc en fait, la vie avec la maladie permet d'acquérir des savoirs, permet de prendre du recul par rapport à sa propre maladie, et ce recul-là, ce savoir, nous permet de l'utiliser pour le collectif ou pour le système de santé, pour innover. Donc ça, c'est une première chose déjà, d'être capable
c'est pas juste cocher la case patient en se disant on va arrêter des patients dans la rue et on va leur poser la question. C'est déjà savoir quel type de patient. Parce qu'on passe par de l'associatif, on passe par du patient expert, patient partenaire. Et après, c'est aussi la façon dont on va le solliciter. Il y a X façons d'être dans le partenariat patient. On peut être à l'écoute du patient par des questionnaires, par des entretiens qualitatifs. On peut faire des groupes de travail ou on peut être vraiment dans le partenariat, se dire, moi dans mon travail en tant que Lucky Link, en tant que consultante, puisque j'ai la chance de ne pas avoir de cancer et je souhaite ne jamais en avoir. Donc il y a des choses que clairement, je ne saurais jamais sur la vie avec un cancer. Et quand j'ai un client qui va me solliciter pour comprendre la finesse de sur un sujet qui touche au cancer, je vais moi-même, en tant que consultante, être dans le partenariat, donc vraiment une collaboration à deux, à plusieurs, pour écouter ce que ce patient partenaire, ce patient expert va pouvoir m'exprimer sur la vie avec le cancer, sur ce savoir expérientiel qu'il a acquis par la maladie. Et après, est-ce qu'on prend tout en compte ou ça va dépendre des sujets où parfois on a besoin de quantitatif, parfois on a besoin de qualitatif, parfois on a besoin de faire une littérature, une veille de la littérature pour comparer avec ce que dit le patient et ce que se dit dans les études scientifiques. Donc tout ça, c'est des choses qui s'organisent, c'est des études. Ça se fait pas n'importe comment, mais ça se fait et c'est plutôt efficace. Si tu veux compléter. Bah écoute, c'est déjà extrêmement bien expliqué. Enfin, on sait très bien que l'expérience patient, c'est ce que toute la perception que le patient va avoir de tout son vécu tout au long de son parcours. Et donc effectivement, c'est toute cette expérience qu'il va avoir pour lui-même et qui, à un moment donné, grâce à une transformation souvent qui est accompagnée, on mène en passant par, je le répète, aussi par des diplômes universitaires. Il y a l'Université des patients qui existe à Paris-Sorbonne, par lequel nous sommes passés toutes les deux d'ailleurs, et qui, à un moment donné, nous permettent aussi de se faire cette transformation personnelle pour le rendre à la collectivité et pour se mettre aussi en posture de pouvoir accompagner soit des missions qui sont sur le terrain de la pérédance, mais sur des missions aussi, nous arrivons dans les études médicales, nous arrivons aussi dans le champ où nous nous impliquons de plus en plus en recherche. Et nous avons aujourd'hui un spectre de plus en plus large où le patient partenaire, on dit partenaire plus qu'expert, expert de sa propre, de son propre parcours, de sa propre maladie, de son vécu, va pouvoir aussi s'investir. Et dans la partie prévention, je pense qu'on n'est pas encore tout à fait encore assez sollicité. Merci de votre question parce que c'est un champ sur lequel certainement nous devons aussi prendre notre place pleinement. Nous sommes des nouveaux acteurs qui arrivent dans le soin et utilisez-nous aussi en tant qu'acteurs. On va prendre peut-être une deuxième et malheureusement dernière question parce qu'il y a un autre atelier derrière. Bonjour, merci pour l'intervention. Ma question concerne la prévention. Aujourd'hui, vous êtes acteur sur le terrain. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour changer le mindset du curatif au préventif ? Merci. Alors, on va repartir sur 2 heures d'atelier. C'est tous les freins qu'on a exprimés. Encore une fois, ça suffit pas de dire aux gens c'est bon pour votre santé, donc faites-le. Enfin, tout simplement. On est dans un système de curatif, mais parce que nous, humains, on va s'intéresser à notre santé quand on commence à avoir une douleur, quelque chose qui nous gêne, qui nous empêche d'être dans notre vie classique, de vivre cette vie de plaisir et d'avoir nos actes quotidiens. Donc penser à le nous du futur en faisant tout un tas de choses qui, sur le moment, nous procurent pas une satisfaction suffisante, et en se disant potentiellement ça va nous protéger, malheureusement c'est compliqué. Donc c'est toute la science comportementale qui va nous permettre vraiment de se dire comment est-ce qu'on arrive à
amener les gens vers le soin. Enfin, arrêter de fumer, c'est une science. C'est de se dire comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que les gens mangent sainement, arrêtent de fumer, n'aient pas des conduites à risque, etc. Il y a des différents leviers. Vous et moi, on ne va pas réagir sur les mêmes leviers. Donc, c'est cette connaissance-là, cette finesse, et c'est lié autant faire se peut, parce qu'on a des freins, on en a parlé, d'aller personnaliser l'approche qui va se dire, pour cette personne, je vais réussir à appuyer sur ce bouton et ça va avoir tel impact. Et cette autre personne, je vais y aller par une autre voie. Je ne sais pas si vous voulez compléter. Bon, je vous remercie. Je suis désolée, on est attendu pour arrêter, mais on se retrouve à la sortie pour ceux qui veulent continuer. Merci encore.